donc voilà, c'est un honneur de partager avec vous quelques informations qui, j'espère, pourront vous intéresser autour de ce titre qu'on m'a proposé, quelle formation d'enseignant pour un enseignement préscolaire qui pose les fondations du développement cognitif, émotionnel et social de l'apprenant. Et donc, je vais vous proposer une quarantaine de minutes d'informations et puis on aura 20 minutes pour dialoguer. Alors, j'ai mis ceci comme premier slide d'où je vous parle, non pas pour étaler mon curriculum vitae, mais simplement pour que vous compreniez quelle est ma grille de lecture. La proposition que je vais vous faire dans cette réflexion sur les fondamentaux qui doivent être joués pour un enseignement préscolaire de qualité, c'est un point de vue particulier, c'est un point de vue de quelqu'un qui a 35 ans, souvent proche de l'enseignement préscolaire à travers la formation des enseignants et une série de formations que j'ai pu organiser. Et donc, rapidement, pour situer un petit peu cette grille de lecture que je vais vous proposer, je vais vous expliciter en quoi ce parcours professionnel et l'expérientiel de ce parcours professionnel va venir induire, va venir donner le sens aux propositions que je ferai. Au départ, donc, j'ai une formation d'un master en sciences de l'éducation. On appelle ça être psychopédagogue en Belgique. Et effectivement, c'était pendant mes 35 ans de carrière aujourd'hui, c'était mon projet, ma passion, c'est la formation d'enseignants. Et donc, on va parler beaucoup de ça. J'ai eu la chance d'être pendant 11 ans aussi directeur d'une institution qui formait des institutrices préscolaires, des instituteurs primaires et des professeurs de l'équivalent du collège chez vous. Et donc cette expérience d'accompagner des étudiants et des formateurs d'étudiants a été très instructive pour moi, notamment pour voir les incohérences parfois qui pouvaient exister entre les représentations du métier qu'avaient les formateurs d'enseignants et les vécus des étudiants qui devaient être préparés au concret de la classe. Et c'est entre autres de cette cohérence ou de cette incohérence dont je voudrais parler aujourd'hui. Je suis aussi maître de conférence à l'Université catholique de Louvain. Pourquoi je précise ça? Parce que je travaille au sein de l'université à un certificat qui forme des formateurs d'enseignants, même plus largement, qui forment tous les enseignants qui travaillent en haute école. Et donc, l'enseignement supérieur en Belgique, c'est à la fois les universités et les hautes écoles. Souvent, les hautes écoles proposent des cursus bacheliers de 3 à 4 ans et l'université des bacheliers plus des masters. Et donc, quand on est, si je décale un petit peu, dans une école qui forme des infirmières, souvent on va engager des toutes bonnes infirmières pour donner les cours pour devenir infirmières. Le problème, c'est que ces infirmières n'ont pas une identité d'enseignante et n'ont pas de formation pédagogique. Et donc ce certificat, j'en parlerai tout à l'heure aussi, a cette vocation. Donc c'est de là aussi, de la formation des formateurs que je voudrais vous parler et de nouveau de poser cette question de cohérence. Je suis aussi gestionnaire de projets, notamment en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Et j'ai eu la chance de travailler aussi avec des collègues marocains, notamment des inspecteurs, dont certains sont là. Et je pense qu'il y a un souci que j'ai à chaque fois que je collabore avec des collègues de pays différents, de cultures différentes, c'est de leur dire « ne me croyez pas sur parole ». Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vais vous parler de ces expériences et de toute la réflexion sur l'enseignement préscolaire en Belgique, et peut-être évoquer par moment l'idée que c'est des bonnes pratiques. Je ne crois pas qu'il y a une bonne pratique à transférer comme ça directement. Toute bonne pratique doit être contextualisée.
Donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous raconter, parce que je pense que peut-être ça peut inspirer, peut-être ça peut être des pistes, peut-être ça nous fait réfléchir ensemble, mais en tout cas, l'essentiel sera de contextualiser si une idée, au hasard de cette réflexion, vous vous y attardez. Je pense que dès qu'on est dans l'interculturel, je pense qu'on doit contextualiser. Sans ça, il y aurait quelque part des gens qui seraient les grands sachants, et je n'y crois pas. Hein, c'est à chaque contexte sa complexité et ses particularités. Et dernière chose, c'est je suis coordinateur d'un certificat, le CPHE, qui forme des psychothérapeutes. Et je suis moi-même aussi psychothérapeute. Pourquoi je signale ça? Parce que le souci, en particulier pour le préscolaire, le souci de la sécurité socio-affective des enfants est un leitmotiv chez moi. Je voudrais parler avec vous de ce leitmotiv, de ce prérequis socio-affectif aux apprentissages dont on parlera et qu'on appelle de plus en plus l'alliance pédagogique, ce lien qu'il y a entre l'enseignant et l'enfant. Voilà d'où je vais parler. Alors ce matin, je vais un petit peu me répéter, mais ça va être rapide pour ceux qui m'ont entendu. Vous voyez la date, hein, le soir, c'est un journal bruxellois. C'était en 92, hein, j'étais au démarrage de ma carrière d'enseignant, de formateur d'enseignants. Et le professeur de Lancher, un professeur de pédagogie de l'Université de Liège, avait fait beaucoup de bruit dans un article du journal. Il avait été interviewé. Et vous voyez ce qui est inscrit pour un Pékinois. Donc le Pékinois, il parle du petit chien. Hein, pour un Pékinois malade, on s'adresse à un universitaire, le vétérinaire. L'enfant vaut bien cela. Il voulait dire par là, c'est quoi, qu'est-ce que veut dire une société qui finance des études pour les vétérinaires à 6 ans, et peut-être c'est très bien, pas de souci, mais ça dit quelque chose de cette société si elle choisit d'organiser et de financer des études d'institutrices préscolaires à l'époque en 1 an ou en 2 ans, c'était très questionnant. Et dès le départ de ma carrière, cette audace de comparer les deux m'avait vraiment beaucoup interpellé. Et donc, je propose ça au départ pour dire que ma réflexion va être ce travail de mise en valeur de ce métier, de sa complexité, de l'enjeu sociétal qu'il joue et de l'enjeu du développement. Et donc, on va parler de ces fondements pour un enseignement préscolaire, mais à travers et cet aspect d'alliance pédagogique et au travers des 3 postures que je vais vous proposer. Donc ce titre, excusez-moi, il y a une petite déformation là sur la dia, je vois. Ce titre donc, qui pose les fondations du développement cognitif, émotionnel, social de l'apprenant. Donc les fondations, ça veut dire vraiment l'essentiel. Mais je pense que c'est en garantissant une cohérence entre le cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire, la formation des éducatrices préscolaires et la formation des formateurs des éducatrices préscolaires. Et on va voir qu'il n'y a pas toujours de cohérence qui garantisse cette qualité. Et donc, on parle, et vous le verrez, beaucoup de l'excellence dans ces formations, du préscolaire à l'institutrice. Et donc, je pense que c'est aussi en garantissant une exigence pédagogique à la hauteur de l'enjeu d'une excellence. On en parlera. Et troisièmement, comme je le disais, c'était en garantissant un prérequis affectif particulièrement indispensable au préscolaire, l'alliance pédagogique. Et donc, je vous propose ce schéma un petit peu bizarre, mais qui va structurer notre propos. Vous voyez qu'effectivement, on a un premier cercle en haut à gauche sur un enseignement préscolaire de qualité. Et on va voir
en tout cas dans la proposition en Belgique, hein, comme vous avez ce cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire, quel est effectivement ce cadre de référence qui vient d'être manié, qui vient d'être mis en place. Il y a dans le cercle en haut à droite la question de la formation des enseignants, et est-ce que les deux sont en cohérence? Et le troisième cercle concerne la formation des formateurs d'enseignants. Et donc, est-ce qu'ils sont tous les trois d'excellence? Est-ce qu'ils sont tous les trois adaptés? Est-ce qu'ils sont tous les trois en cohérence? Évidemment, quand je mets cette étiquette « trois systèmes à ouvrir », c'est que souvent, ça pêche par incohérence. Et donc, on va essayer de réfléchir à l'idée d'un alignement curriculaire. Alors, vous connaissez le concept d'alignement pédagogique de John Biggs, hein, et on sait que l'importance de trouver cohérence quand on met en place un dispositif pédagogique, de trouver cohérence entre les objectifs, les méthodologies, les activités pédagogiques et puis l'évaluation. Hein, sommes-nous à des niveaux taxonomiques d'exigence cohérents, hein, à travers ces trois éléments? J'avais envie de poser en fait cette question-là. C'est pour ça que j'ai repris ce terme alignement. Est-ce qu'il y a au cœur de tout ça un alignement curriculaire possible? Comment on peut s'en approcher, hein, et quelle est l'expérience effectivement de la Belgique par rapport à cet alignement curriculaire? Il reste alors, comme je l'ai dit dans mes propos, en dehors, on dirait comme un décalage conceptuel à la proposition de réflexion, mais je pense qu'il y a un incontournable qui est ce concept d'alliance pédagogique dont je vous ai parlé et que je voudrais un peu mieux décliner. Avec cette question, je peux avoir les meilleures compétences du monde au niveau didactique, au niveau méthodologique, au niveau de la connaissance des contenus enseignés. Si je ne suis pas dans cette capacité à être dans une relation et à être en alliance pédagogique dans cette relation, j'ai beau être le plus compétent du monde dans le faire, je pense qu'il y aura un souci et l'apprentissage l'élève ne sera pas disponible aux apprentissages. Donc voilà, à travers ce schéma, un petit peu la proposition de réflexion. Et donc on va avancer pour essayer de comprendre ces différents enjeux. Et donc, voilà, en synthèse, hein, pourquoi j'ai voulu ça? C'est parce que je crois que le cloisonnement est trop souvent de mise entre le terrain de la classe préscolaire. Le terrain, c'est vraiment la pratique quotidienne de l'institutrice préscolaire. Hein, donc, j'ai souvent envie, quand je pense à la pratique de l'éducatrice préscolaire, d'être à genoux, hein, parce que c'est son métier de se mettre souvent physiquement, mais mentalement, psychologiquement, à la hauteur du petit. Hein, et donc, quand on est en formation d'éducatrice préscolaire, est-ce qu'on a ce souci-là? Il y a souvent un cloisonnement entre le terrain de la classe préscolaire, la formation initiale des éducateurs et des éducatrices et la formation des formateurs. Et donc, dans la formation des éducatrices compétentes, je pense que c'est faire le lien entre la théorie et la pratique concrète de la classe, les rendre capables d'utiliser à bon escient les concepts dans la réalité complexe du métier, c'est donc développer une formation professionnalisante de praticiens réflexifs. Et donc, l'enjeu qui ferait cohérence et qui ferait alignement pédagogique, pour moi, c'est ça. C'est donc la visée de cet alignement pédagogique, c'est une formation professionnalisante, ça veut dire cette capacité d'utiliser pratiquement, concrètement, parce qu'on est des praticiens, mais pas des amateurs. Un praticien professionnel, c'est celui qui peut justifier ses choix pédagogiques avec des modèles théoriques, avec des concepts, et qui peut effectivement, à bon escient, utiliser les choses. Et donc, dans l'enjeu de la formation, se professionnalisant, c'est vraiment cette capacité régulièrement à passer de la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie, hein, de la pratique qui vient questionner la théorie et l'inverse.
Donc c'est l'enjeu qu'on va essayer d'explorer pour dépasser ce cloisonnement. Et donc, même chose, hein, c'est parce que je pense qu'on oublie parfois de rejoindre l'enfant là où il est. L'enfant de 4 à 6 ans ici au Maroc. En Belgique, l'enseignement préscolaire est un petit peu plus large, hein, c'est de 2,5 à 5 ans, avec une obligation scolaire à partir de 5 ans. Donc de 5 à 6 ans, il y a au moins une année préscolaire qui est obligatoire, si ce n'est que, voilà, en fait, 95%, je pense, des enfants, je me demande si c'est même pas plus, sont scolarisés à 2 ans et demi ou à 3 ans. Et donc, cet enjeu du tout petit, là où il est dans sa maturité socio-affective, là où il est dans sa maturité cognitive, et donc, voilà, la classe préscolaire, elle ne doit pas être rigide sur des normes de développement. Alors, cette rigidité sur les normes de développement, je pense que c'est vraiment un essentiel aussi. On sait tous on connaît tous des enfants qui ont marché à 9 mois, à 8, 9 mois, peut-être plus tôt, je ne sais pas, et des enfants qui ont marché à 14, 15, 16 mois. Ah oui, et quel est le problème, hein? On sait que tout le monde va marcher. On sait que tout le monde va marcher. Et donc, cette dimension normative où tout le monde doit répondre au même moment, au même endroit, de la même façon, est vraiment quelque chose, au plus on est petit, est quelque chose de très questionnant, hein. Et donc, je pense que l'enseignement préscolaire ne doit pas être rigide sur des normes de développement. Ce n'est pas un lieu de performance et de mise en compétition. Vous savez tous, c'est le psychothérapeute qui parle. Vous savez tous que la référence que la scolarité, notre vie scolaire a induit en nous, c'est toujours de nous comparer à la perfection. C'est toujours par rapport au maximum qu'on nous compare. C'est par rapport au 10 sur 10 ou au 20 sur 20 qu'on nous compare. Par rapport à la perfection, tu as 8, 9, 6, 5, 4. Ça, c'est quelque chose qui est induit. Pourquoi j'évoque ça? Parce que c'est évidemment pas neutre. Quand j'accueille des patients, bien sûr, souvent, des gens viennent pour régler des problèmes, des dysfonctionnements de famille, de couple, etc. Souvent, les gens me racontent leur histoire familiale. Mais la deuxième thématique qui les évoque, c'est leur vie scolaire. Et entre autres, ces exigences de perfection. Et vous savez, effectivement, que cette exigence de perfection, ce qu'on appelle l'idéal de perfection, peut être vraiment un poison dans la vie, hein. Et donc, le suffisamment beau, le suffisamment bien, hein, c'est comme si c'était jamais assez, hein, il n'y a qu'une référence. Donc, je dis que dès le départ, on peut réfléchir à ça par rapport à ce qu'on mettra en place chez le tout petit. Est-ce que ça va le sécuriser? Est-ce que ça va l'aider à aimer l'école? Et donc, est-ce que l'école sera un lieu où, au contraire de la perfection, on va valoriser le tâtonnement, les erreurs, comme si l'erreur, et vous le savez tous, vous qui êtes pédagogue, l'erreur est le matériel pédagogique le plus précieux, le plus noble, c'est la matière essentielle avec laquelle on travaille tout le temps. Et donc, si on ne comptabilise pas l'erreur, en un coup, elle va devenir une matière où l'élève aimera dire « je ne comprends pas » ou « je ne sais pas faire, aidez-moi ». Hein, sinon, si c'est comptabilisé, il va essayer de cacher ça. Et il ne va pas nous aider à le faire apprendre. Voilà donc pour cette petite introduction. Et donc, j'aurais voulu maintenant évoquer avec vous 3 références de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, c'est la partie francophone de la Belgique et qui a son système d'enseignement propre. Et donc, comme je le disais, c'est avec prudence, ne voyez pas ça du tout comme des modèles, mais comme un matériel réflexif, à condition qu'il y ait contextualisation. J'insiste. Et donc, voilà 3 références que j'ai envie de vous proposer, de vous informer. C'est en fait, la première c'est ce qu'on a appelé le pacte
pour un enseignement d'excellence, c'est le référentiel, c'est le cadre curriculaire pour l'enseignement obligatoire en Belgique. Je vais en parler tout de suite. Et donc, c'est un cadre curriculaire qui est sorti en 2023, donc tout récemment, et qui est mis en place pour la scolarité obligatoire de 2 ans et demi à 18 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu un souci de vraiment trouver une cohérence du début de la scolarité à la fin de la scolarité obligatoire. Et vous allez voir comment les choses ont été mises en place. La deuxième, c'est RFIE, c'est Réforme de la formation initiale des enseignants. Et donc, c'est une réforme qui vient de se mettre en place aussi, en 2023 aussi. Et d'ailleurs, cette synchronisation n'est pas peu intéressante par rapport à la cohérence qu'on peut trouver. Et donc, une réforme qui essaie de travailler au niveau de 4 ou 5 sections. L'accueil, on va former des instituteurs de l'accueil du petit de 2 ans et demi jusqu'à la 2e primaire. Et donc, déjà, c'est au carrefour des deux. Hein, on en parlera. La section 2, c'est de la 3e maternelle à la 6e primaire. Donc, il y a un chevauchement qui a été voulu. La section 3, c'est de la 5e primaire à la 3e secondaire. Donc, tout le passage primaire-secondaire a aussi été pensé. Et la section 4-5, c'est de la 4e à la 6e secondaire. Et donc, je vous présenterai aussi ça pour essayer de questionner cette cohérence curriculaire entre les deux. Et le 3e, c'est le CAPAS. Le CAPAS est un certificat qui est organisé à l'université, c'est celui dont je vous parlais, auquel je participe, qui est un certificat obligatoire pour tous les formateurs d'enseignants de haute école. Et on va voir de nouveau si ce certificat permet plus de cohérence curriculaire. Voilà, alors on va commencer par se poser ce qui fera fondation du développement cognitif, émotionnel et social de l'enfant dans la classe préscolaire. Et donc, dans la classe préscolaire, la référence en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est donc ce nouveau pacte d'excellence que vous pouvez vraiment comparer au cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire marocain. Et d'ailleurs, vous trouverez hein, tous les documents du pacte d'excellence. Vous tapez pacte d'excellence sur Internet, vous avez tout. Et vous verrez, moi qui ai eu cette chance de lire ce cadre curriculaire marocain, vous verrez évidemment plein de choses qui sont au carrefour des réflexions. Et donc, c'est intéressant d'abord de dire que la construction de ce pacte d'excellence a pris des années, mais l'idée était vraiment de refaire une fondation de l'enseignement obligatoire en Belgique. Et donc, on a dit que c'était une collaboration multidimensionnelle. Donc évidemment, il y avait des politiques, il y avait des enseignants, des syndicats, des parents, des élèves. Ça, c'est intéressant aussi, hein, de faire participer le client, celui qui est concerné, le voit en premier lieu. Il y avait évidemment des experts universitaires, des ONG de lutte contre les inégalités scolaires. C'est vraiment important parce qu'on parlait de résultats PISA ce matin. Ben, la Belgique n'est pas terrible au niveau des résultats PISA, particulièrement dans l'encadrement pédagogique des enfants plus défavorisés venant de classes sociales défavorisées. Donc ça veut dire que quand on évalue des enfants de classes privilégiées, ben, les résultats ne sont pas mauvais, mais dès qu'on est dans des contextes où il y a plus de précarité sociale, c'est catastrophique. Il y a entre autres là la maîtrise de la langue d'enseignement qui correspond plus à des classes privilégiées qu'à des classes populaires, on va dire. Et donc c'est important d'avoir par exemple des spécialistes des inégalités scolaires qui réfléchissent. Il y avait aussi l'OCDE, l'UNICEF qui étaient des partenaires de cette réflexion. Et donc, la finalité, vous allez voir, je voudrais qu'on s'y intéresse un petit peu. Je regarde, le temps passe vite. Les finalités globales du pacte pour le préscolaire. Attirer votre attention simplement sur quelques éléments. D'abord, une obligation scolaire dès 5 ans. Donc, on sait que c'est organisé dès 2 ans et demi, mais ce n'était pas obligatoire. C'était obligatoire à partir de 6 ans. Donc, on a redescendu d'une année. Voilà, parce que pour les auteurs du pacte pour un enseignement d'excellence,
cette année préscolaire est capitale pour donner un élan à la scolarité de l'enfant tout au long de sa vie. L'idée des finalités, c'est d'avancer dans des compétences de base, le langage, la motricité, la sociabilité. On en parlera aussi encore un peu tantôt, mais comme je disais, le langage, c'est-à-dire plus précisément la maîtrise de la langue d'enseignement. La maîtrise de la langue d'enseignement, c'est la base de la base, parce qu'effectivement, alors la langue d'enseignement, je ne suis pas en train de dire que peut-être l'enfant parle français, etc. Mais je parle de la langue d'enseignement, c'est le français de l'école. Et si je suis dans une classe, dans une famille de classe plus défavorisée, ce n'est pas le même français qu'on parle. Hein. Et donc, c'est aussi ça. Donc, le langage, la motricité et la sociabilité. Comme si ces éléments-là étaient les fondements, les essentiels, de dire on peut faire tout ce qu'on veut au préscolaire, mais la maîtrise de la langue d'enseignement, la motricité, parce qu'on sait que c'est à travers le corps, la motricité, toute une série de jeux psychomoteurs, que l'intelligence se construit. On le sait, hein, on ne va pas retomber sur les théories piagétiennes, on le sait. Et la sociabilité, parce que c'est l'événement peut-être majeur de la petite enfance, c'est qu'effectivement, quand on quitte la famille, ce passage où on n'est plus l'unique et où on doit partager la place est évidemment un passage énorme, un passage maturatif énorme et complexe et en même temps essentiel à vie. Un encadrement renforcé un encadrement renforcé et la formation continue des enseignants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une diminution du nombre d'enfants dans les classes. Et donc, on a cette chance de tourner plutôt autour de 25. Hein. C'est parfois enviable. D'améliorer la transition vers l'enseignement primaire. Et vous avez vu un peu l'importance du recoupement. Alors, hein, c'est effectivement qu'on va avoir le souci d'enseignants qui connaissent bien les deux systèmes et qui accompagneront les enfants à ces périodes-là. La réduction des inégalités dès le préscolaire, c'est dès le préscolaire comme je l'expliquais. Des ressources pédagogiques et l'innovation, ça veut dire une nourriture comme ça pour les enseignants permanente. Alors, quand on passe aux objectifs qui sont inscrits dans ce référentiel, dans ce cadre curriculaire, j'ai trouvé vraiment intéressant de voir que les auteurs ont été très audacieux. En fait, ils structurent les objectifs uniquement autour pour le préscolaire, hein, autour du mot autonomie. Comme s'il y avait, on va pas, vous allez voir hein, que c'est dans toute une série de disciplines que les choses vont se jouer, mais au départ, assumons, c'est quoi l'essentiel pour le préscolaire? C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. L'autonomie affective. L'autonomie motrice, l'autonomie sociale, l'autonomie cognitive et langagière. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'audacieux à oser, effectivement, structurer avec le concept d'autonomie. Alors, le but n'est pas, de nouveau, vous aurez, si ça vous intéresse, l'occasion d'aller voir sur Internet tous les détails de ce pacte. Mais rapidement, et je vais passer vraiment très vite, mais autour d'un exemple en première maternelle, comme ça, vous voyez comment les choses sont aussi structurées. Et donc, les objectifs généraux de l'enseignement en première maternelle, quand il décline ses autonomies, ben, j'ai mis en orange un petit peu les éléments du climat de classe positif, bienveillant, un processus sécurisant la transition entre le milieu familial, les premières bases de son statut d'élève et de son identité scolaire. De vivre l'identité scolaire, du tout petit, de vivre l'idée, c'est chouette d'être un élève dès le départ. Je n'ai pas peur d'être un élève au départ. Aller à l'école est quelque chose c'est du bonheur. J'y vais avec joie, j'y vais avec intérêt. Mais représentez-vous que cet acquis-là, à l'intérieur du vécu d'un enfant, va être essentiel et porteur pour beaucoup. Hein. Nos premières expériences douloureuses scolaires, elles ne nous facilitent pas peut-être un parcours à vie. Et donc, c'est ça, les premières bases de son statut d'élève, de son identité scolaire.
intégrer les rythmes collectifs scolaires. Ce n'est pas que mon rythme, je dois composer avec les autres, s'approprier ces nouveaux espaces, mobiliser le langage oral dans la langue de scolarisation, on en a déjà parlé, et les premiers outils de structuration de la pensée, on va voir comment, les premiers jalons du développement de l'autonomie de l'enfant. Voilà. Et donc, on voit que directement, il y a une priorité à la sécurité socio-affective de base. Si on réussit ça à l'école primaire, à l'école préscolaire, pardon, ce n'est pas grave d'être à 4 ans pas préoccupé par le langage mathématique ou par la lecture. Chaque chose en son temps. Et on pense que si par contre on a un enfant qui n'est pas en sécurité, ben, il ne va pas beaucoup profiter de ces apprentissages. Autonomie affective, voilà, hein, l'apprentissage des contraintes, voilà. Je vais passer parce que le temps passe. L'autonomie motrice, même chose, l'épanouissement avec les jeux moteurs les plus divers. Ben, on sait toute l'importance de la psychomotricité. D'ailleurs, dans les intervenants et les accompagnants de l'école préscolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des professionnels de la psychomotricité. Et donc, en classe, plusieurs activités par semaine sont organisées, des classes de psychomotricité. L'autonomie sociale aussi. Voilà, s'intégrer à un groupe, prendre sa place, respecter les autres, partager un lieu de vie, etc. Et on sait que, par exemple, quand on voit du matériel ou des jeux dans un coin de la classe, ben, comment je fais si je veux et si l'autre veut, comment on apprend à collaborer et à partager. Toutes ces soft skills qui vont s'apprendre. Voilà. Et au niveau cognitif et langagier, voilà, même chose. On va vivre des situations, on va comparer, classer, serrer, ordonner, mesurer. Et ce n'est pas en utilisant trop vite les étiquettes du langage mathématique, chaque chose en son temps, que les choses restent concrètes, très concrètes, et que des mots naissent tout doucement pour identifier ce qu'on est en train de faire sur la gestion de la comparaison, du classement, de l'ordonnancement de la réalité. Voilà. Et donc, les objectifs généraux, je ne vais pas défendre plus les choses, mais en fait, c'est assez fou comme enjeu, mais ils ont été structurés, évidemment, dans des domaines d'apprentissage. Et ces 7 domaines d'apprentissage, ce sont les mêmes de 2,5 à 18 ans. Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose. C'est tous les essentiels, effectivement, qui vont jouer et qui sont déclinés en fonction de l'âge et du niveau, évidemment. Et donc, à l'école préscolaire, adapté évidemment aux enfants, ben, il y a ces 7 niveaux, ces 7 domaines d'apprentissage auxquels se rajoute évidemment la maîtrise de la langue de scolarisation dont j'ai déjà parlé. C'est essentiel-là. Alors, un mot pour dire que l'évaluation préconisée au préscolaire dans le pacte d'excellence, c'est évidemment une évaluation formative. C'est tes erreurs m'intéressent. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit slogan et ce jeu de mots. C'est en se plantant qu'on fait ses racines. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment chercher, tâtonner, montrer comment vous allez par là, vous vous trompez, vous revenez. Et donc, l'évaluation formative, c'est vraiment l'ambition pédagogique de l'accompagnement des petits. À quoi servirait de les coter, hein, de comptabiliser leurs horaires et de leur mettre des bulletins là-dessus, alors qu'on est là au départ avec une ouverture qui permet effectivement aux enfants d'avancer. Voilà. Et donc, dans la classe préscolaire, les fondations, ce qui fera fondation, c'est l'accompagnement à l'autonomisation, c'est initier un statut sécurisant, un statut d'élève. Qu'est-ce que c'est bon d'être élève? C'est développer une différenciation qui autorise le respect du rythme du développement de chacun, hein, comme je l'évoquais avant. C'est une transition et un lien soigné entre l'école et les parents et la famille. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Donc, un enfant
on pourrait dire dans les deux sens. Hein. Si l'enfant entend ses parents critiquer l'école tout le temps, de dire oui, cette institutrice, etc., qu'est-ce que l'enfant va vivre en partant de chez lui? Papa et maman trouvent que c'est un endroit horrible, et pourquoi ils m'y laissent? Ou à l'inverse, hein, s'il entend critiquer la famille, mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, mon papa. Et donc, ce lien famille-école, on pourra en parler vraiment beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel avec le tout petit. Hein. Ça fait des blocages s'il n'y a pas de nouveau un lien positif. Et donc, la place des parents, qu'elle soit bien cadrée, qu'elle soit bien mesurée, bien sûr, mais je pense que c'est essentiel qu'il y ait du dialogue, en tout cas. Une connaissance approfondie de la psychologie de l'enfant, voilà, hein, pour aller le rejoindre là où il est, comme je disais. C'est un espace où le corps peut bouger et évidemment, et c'est entre autres ce que je vais développer maintenant, c'est des éducatrices formées à l'utilisation rigoureuse du cadre curriculaire, de son programme d'apprentissage. C'est organiser un dispositif d'apprentissage, le contextualiser, l'analyser, l'évaluer, le différencier. Et donc, on peut rêver hein, que les éducatrices ne soient pas de simples exécutantes d'un programme. Ce serait triste. Un exécutant, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il fait, mais que ce soit des praticiennes réflexives. C'est-à-dire, voilà le cadre curriculaire. À partir de là, pour ces enfants-là, pour cet enfant-là, je vais adapter, je vais commencer par ça, je vais faire le lien avec. Et donc, c'est un métier, mais voilà. Je disais que cette identité d'éducatrice préscolaire est souvent peu valorisée à la plénière tout à l'heure. Mais si elles sont conscientes de leur il ou elle, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes chez vous, chez nous malheureusement il y en a très très peu en classe préscolaire. Ça dit peut-être quelque chose d'ailleurs, hein. Mais qu'elles soient en tout cas conscientes de la complexité, de l'importance de leur métier et qu'elles en soient fières, hein, et qu'elles portent une grande fierté de ça. Voilà. Alors, la cohérence, hein, on va avancer un petit peu plus vite, c'est est-ce qu'il y a une formation des enseignants qui pourrait permettre effectivement de garantir cette qualité de travail de l'éducatrice préscolaire. Et donc, c'est une formation professionnalisante, j'en ai déjà parlé, une formation ambitieuse sur les acquis d'apprentissage terminaux. C'est tellement complexe. Hein. Rappelez-vous, 6 ans pour un vétérinaire et 2 ans, 3 ans pour une éducatrice préscolaire. Et donc une formation qui construit une identité professionnelle d'éducatrice préscolaire fière, une formation qui rend les éducatrices conscientes de la complexité de l'accompagnement des petits. Enfin, tout ça, ce que je viens de dire, je pense que c'est l'enjeu de la formation. Je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais je suis dans mon école où il y avait des cours en auditoire qui regroupaient des étudiants éducatrices préscolaires, instituteurs primaires et des étudiants qui étaient formés pour être enseignants au collège. Mais les éducatrices préscolaires étudiantes avaient peur de prendre la parole, hein, et d'être moquées par rapport à ce que moi j'ai appelé cette hiérarchie qu'il y a dans le monde enseignant. Hein, et vraiment le professeur d'université, le professeur du secondaire, des grandes classes, hein, parce qu'il y a encore des hiérarchies à l'intérieur. Mais alors l'éducatrice préscolaire, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. La complexité devrait être reconnue inversement, et peut-être la reconnaissance. Mais bon, je crois qu'en tout cas en Belgique, on en est très loin d'imaginer qu'il y aurait une reconnaissance plus grande pour l'éducatrice préscolaire que pour le professeur d'université. Voilà. Et donc oui, aussi une formation qui garantit une maîtrise approfondie de la langue d'enseignement orale et écrite. Alors c'est vraiment un grave problème, hein, ça, parce que nous, effectivement, les résultats en maîtrise de la langue française des étudiants en Belgique qui commencent ce cursus, voilà, il faut vraiment redonner des cours. On est à 18 ans, après la réussite du bac, etc. Hein.
Même chose au niveau du langage mathématique, de la maîtrise des mathématiques de base de l'école primaire. J'ai souvenir qu'en début de formation des institutrices primaires, des instituteurs primaires, on faisait passer le test de fin d'école primaire en mathématiques et 25% réussissaient. Donc on imagine d'où on part dans cette formation. Et donc voilà, l'idée est donc de bien professionnaliser le métier d'éducatrice préscolaire. Quelle durée il faut pour former à ce métier complexe, hein, c'est une vraie question, et quelle durée pour construire une réelle expertise de la pédagogie de la petite enfance. Ça, c'est l'enjeu des formateurs des écoles qui forment des éducateurs et éducatrices préscolaires. Et donc, simplement évoquer que on a mis en place, et je vais rapidement l'évoquer, une réforme de la formation initiale des enseignants. C'est tout récent, comme je le disais, avec la section 1, qui est la section de l'accueil jusqu'à la 2e primaire, donc qui correspond au préscolaire, mais un petit peu élargi chez nous, hein, pour cette idée de passage préscolaire primaire. Hein. Ça veut dire que des enseignants avec la même formation ont ce souci large. Je donne un exemple, c'est est-ce que quand on passe de la fin du préscolaire à la 1re primaire jusqu'à la 2e primaire, en un coup, jouer, c'est fini? Ou est-ce que si je suis un enseignant qui sait effectivement l'importance en préscolaire d'apprendre en jouant, d'apprendre en faisant des tas d'activités, mais peut-être que je peux imaginer qu'en 1re, 2e primaire et encore bien après, on a encore besoin de ce concret-là, de cette dynamique-là. Et donc la qualité de la formation des éducatrices préscolaires, voilà, comme fondement du développement cognitif, émotionnel, social de l'apprenant, me semble être important. Rapidement, pourquoi une nouvelle formation? C'est relever les défis actuels. On n'est plus à aller dans des maîtrises de contenu, mais on est bien dans comment on accompagne des apprentissages, comment on apprend à apprendre. C'est collaborer dans le métier avec des partenaires, on est de moins en moins isolé. On parlait de la famille, on parlait de psychomotriciens, on parlait de logopèdes, on parlait de professionnels qui entourent la petite enfance. L'utilisation des nouvelles technologies, d'inscrire peut-être très tôt, hein, c'est les adultes de demain, et que la transition et le développement durable peut-être n'est pas à oublier dès le départ. Et puis proposer une formation initiale plus pertinente, c'est intéressant parce que pour beaucoup de cours, maintenant on regroupe de plus en plus les éducatrices préscolaires, les instituteurs primaires et du collège. Pour le secondaire supérieur, c'est encore beaucoup à l'université et assez cloisonné. Mais de nouveau, quand on parle de hiérarchisation, c'est intéressant hein, de voir qu'effectivement, mettre avec les mêmes exigences pédagogiques, ces différents profils d'enseignants, ça peut être intéressant. Bien sûr, il y a toute une série de spécificités qui sont travaillées. Vous avez constaté que dans la définition des sections, la transition maternelle primaire, primaire secondaire a été aussi beaucoup travaillée. Alors, une meilleure maîtrise des disciplines, donc ça c'est un constat qu'on a fait, c'est que les instituteurs ne maîtrisaient pas assez les contenus qu'ils enseignaient. C'est un peu horrible, hein, mais c'était des constats qu'on a fait. La place de choix réservée à la créativité est vraiment développée aussi, et une entrée plus progressive dans le métier, où on veut beaucoup plus de stages et d'intégration hein, des éléments de formation, de ce va-et-vient entre le terrain et la formation. Voilà rapidement. C'est un master en 4 ans maintenant qui est proposé depuis 1 an, où il y a, vous voyez, 3 ans de bachelier et 1 an de master. Et donc, les hautes écoles gardent l'essentiel de la formation et les universités interviennent pour toute une série de cours. Donc, c'est une codiplomation entre les hautes écoles et les universités qui, mine de rien, le passage en 4 ans et un master, pour les éducatrices préscolaires, met en valeur. C'est comme si la société disait
l'éducatrice préscolaire, elle a un master, quoi. Et le salaire qui va avec. Et c'est pas rien, hein. Sur le fond de ce que moi j'ai connu dans l'évolution en 30 ans du statut de l'éducatrice préscolaire, c'est assez révolutionnaire, hein. À l'époque, les institutrices préscolaires étaient moins payées que les instituteurs primaires. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Voilà. Et donc, bien sûr, ben voilà les contenus de la formation. Je vais avancer parce que le temps passe. C'est intéressant peut-être juste de voir qu'il y a des grandes thématiques, hein. Au bac 1, on va travailler sur comment se développe un enfant, avec les découvertes de référentiels. Le bac 2, c'est beaucoup toutes les didactiques des apprentissages, didactique des maths, didactique de la langue, didactique des sciences, didactique de l'éducation artistique, etc. Le bac 3, c'est vraiment essayer de ramasser pour construire une identité professionnelle et au Master 1, d'être dans une identité professionnelle ouverte aux autres professionnels. Je ne décris pas tout ça, vous pouvez aussi trouver très facilement sur Internet, mais donc vous voyez, il y a un acte disciplinaire qui distribue toute une série de cours, un autre axe formation à et par la communication, un troisième axe formation à la pratique, ce sont tous les stages, les accompagnements de stages, les analyses réflexives autour des stages et de leurs pratiques, hein, les retours, avec au départ des stages qui ne sont pas cotés, hein, des stages qui sont là pour analyser et montrer et travailler là où on s'est planté. Et ça, de nouveau, je pense que c'est un aspect important. Formation et didactique pédagogique, évidemment, hein, la pédagogie, la didactique. La formation en sciences humaines et sociales, donc ça veut dire tous les cours de psycho, de socio, de philo, de déontologie aussi. Une formation à et par la recherche. Alors l'idée n'est pas de former des chercheurs, mais de former des enseignants qui peuvent s'informer, qui peuvent lire un article, qui peuvent utiliser des concepts à bon escient, des concepts rigoureux, des modèles théoriques rigoureux pour expliciter leur pratique. Et dernier axe, formation visant la maîtrise orale et écrite de la langue française, la langue d'enseignement chez nous. Voilà. Je passe vite, mais de rajouter un élément important. Donc vous aurez compris que cette réforme, elle amène d'avoir comme formateurs des professeurs d'université, voilà, des enseignants chercheurs qui sont spécialistes, pédagogues, psychologues, philosophes, sociologues, logopèdes. Ce seront des intervenants. Deuxièmement, l'enseignant de la haute école qui a fait le CAPAS, c'est-à-dire ce certificat pédagogique pour les enseignants, je vais en parler tout de suite. Il a fait un master dans une discipline enseignée, c'est un prof de maths, un prof de français, etc. Un troisième profil que j'ai toujours trouvé très intéressant, qui existe depuis un certain temps dans les hautes écoles pédagogiques, c'est ce qu'on a appelé des maîtres de formation pratique. On les a appelés les MFP. Et ces MFP, en fait, ce sont des éducatrices préscolaires qui sont détachées mi-temps de leur école et qui viennent travailler en haute école. Et qui travaillent avec les profs. Donc, par exemple, elles s'associent une journée, par exemple, avec un prof de mathématiques. Et le prof de maths, lui, il a vérifié la maîtrise des contenus. Il a enseigné les didactiques des mathématiques pour comment est-ce qu'on apprend tel concept. Et le MFP, l'institutrice maternelle qui collabore, est avec lui pendant cette journée et l'accompagne dans le passage à la pratique, au concret. Et donc, dans un dialogue très, très pratico-pratique avec, entre le maître de formation pratique, elle qui est dans sa classe au quotidien, et le prof, eh bien, il y a une journée où on fait le passage théorie-pratique, mais très concrètement. Je pense que c'est un poste qui est intéressant. Voilà. Et donc, dans la formation des enseignants, une cohérence existe-t-elle dans la classe préscolaire et dans la formation des enseignants du préscolaire? C'est intéressant en tout cas de voir que le pacte d'excellence dont je vous ai parlé avant s'est construit en même temps, politiquement, s'est construit en même temps que la réforme des enseignants. Et il y avait des acteurs
de la formation des enseignants qui était dans le pacte et inversement. Et donc, il y a eu toute une série d'éléments qui ont joué en la faveur de la cohérence entre les deux. Et donc, la démarche collaborative de l'élaboration du pacte et de la RFIE. Alors, des formateurs variés, le rôle des MFP, je viens en parler, et un équilibre entre andragogie et isomorphisme pédagogique, je pense que c'est important. C'est vrai qu'on a affaire à des adultes, et donc travaillons avec une pédagogie adaptée aux adultes, à leur autonomie possible. En même temps, ne faisons pas le contraire de ce qu'on leur propose de faire dans leur classe. Et donc qu'il y ait l'isomorphisme pédagogique et de temps en temps, nous puissions faire avec les éducatrices préscolaires en formation les activités qu'on va leur demander de gérer. Hein, et donc cet isomorphisme a sa place. Et donc un équilibre entre isomorphisme pédagogique et andragogie me semble quand même intéressant. Et donc les axes prioritaires du pacte repris comme axes prioritaires de la RFIE, ça c'est intéressant. Donc là, il y a une vraie cohérence sur ce qui est mis en valeur entre les deux. Et donc l'idée aussi, ce sera de concevoir des apprentissages signifiants. Et dans la RFIE, ces apprentissages signifiants qui sont indiqués dans le programme de la formation des enseignants correspondent au contenu didactique du référentiel du pacte d'excellence. Et voilà, le développement aussi du va-et-vient stage haute école est aussi essentiel, qui est beaucoup d'immersion dans la réalité, avec des maîtres de stage aussi formés à l'accompagnement des novices. C'est un autre certificat qui existe. Voilà. Et donc, ne nous éloignons pas du paradigme rejoindre l'enfant là où il est. C'est toujours le risque, bien qu'il y ait quelques critères intéressants. Et j'ai constaté quand même que dans cette réforme, il n'y a pas un cours qui nomme ou qui identifie cette construction de l'autonomisation chez les enfants. Or, que dans le pacte, je vous l'ai dit, c'est ce qui structure l'autonomisation affective, sociale, motrice et cognitive de l'enfant. Voilà. Alors, dernier petit point autour de... Je regarde... Oh là là, le temps passe trop vite. Et donc, dans la formation des formateurs d'enseignants, le troisième pilier, on pourrait dire, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose, en fait, ne propose pas, oblige que tous les formateurs de haute école aient un certificat pédagogique. Et donc, les enseignants et les MFP, ce certificat est obligatoire et ils peuvent être engagés, mais ils ont 6 ans, effectivement, pour passer ce certificat. C'est un certificat pour tous les secteurs de formation des hautes écoles. Et donc, si je prends un exemple, dans le secteur paramédical, je donne cours à des infirmiers et je suis moi-même infirmier et j'ai 15 ans d'expérience. Waouh, c'est génial de pouvoir avoir ce bagage. Le problème, c'est qu'être un bon infirmier ne dit pas qu'on est un bon enseignant. Et donc, c'est une vraie reconnaissance que l'enseignant est un professionnel avec ses compétences particulières. Et donc, on a obligé, que si je prends maintenant l'exemple de l'enseignement, de la formation des enseignants du préscolaire, je suis mathématicien, je suis engagé pour donner le cours de mathématiques et de didactique de la mathématique aux tout-petits. À l'UNIF, on ne m'a pas parlé de comment on apprenait le langage mathématique aux enfants de 4 ans. Et comment effectivement je peux créer des dispositifs d'apprentissage pour les tout-petits. Hein. Et donc, il y a cette obligation, et j'en suis tellement heureux, effectivement, parce que c'est une vraie reconnaissance du métier d'enseignant, que d'obliger tous ces spécialistes de discipline à avoir cette casquette. Et dans les groupes que j'ai dans ce certificat, j'ai souvent des gens du paramédical, et c'est passionnant de voir comment ces infirmiers, ces kinés, ces sages-femmes, ces ergothérapeutes, ces diététiciens quittent un moment ou prennent conscience à un moment, se disent mais j'ai donc cette identité d'infirmière, c'est pas celle-là qui est juste. Et donc
on les voit construire cette identité d'enseignante, mais avec un étonnement. On dit, oh, ça existe, il y a des concepts, il y a des théories. C'est comme si dans la représentation des gens, il reste 5 minutes, dans la représentation des gens, il n'y avait pas des compétences professionnelles au métier d'enseignant. Et donc, c'est de belles découvertes. Donc, voilà, très rapidement. Alors, voilà, il y a un référentiel de compétences. Je trouve que déjà, ça a de la valeur de dire le métier de formateur en haute école, le formateur, en l'occurrence ici, d'éducatrice préscolaire, eh bien, on a un référentiel de compétences adaptées. Et donc, par exemple, la compétence 5, ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation, voilà pour une formation professionnalisante quelque chose qui me semble essentiel. Et donc, vous trouverez aussi ce référentiel facilement sur Internet. Tout ça, je vais passer, on n'a pas le temps. Voilà, et donc l'idée, c'est professionnaliser le métier de formateur de l'enseignement supérieur. Le reste, je pense que j'ai déjà dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un alignement curriculaire? Il n'est certainement pas parfait, mais l'expérience montre qu'il y a des avancées. L'expérience montre que les 3 systèmes sont en train de s'ouvrir. Et donc, il y a comme un espoir de jouer sur qu'est-ce qui fera fondation du développement, donc de la qualité d'enseignement préscolaire. C'est entre autres ces éléments à ces 3 niveaux. Et donc, ces systèmes doivent se rencontrer, je pense, régulièrement. Pour terminer, mais vraiment très, très rapidement, je voulais vraiment donner une note plus liée à mes sensibilités de psychologue, psychothérapeute. Et comme je vous l'évoquais au départ, comment je vais être avant de comment je vais faire dans la formation des éducatrices préscolaires me semble essentiel. Alors, j'ai trouvé cette photo un jour d'une éducatrice préscolaire marocaine, dans une classe marocaine. Je pense que si on l'observe, si on commentait, peut-être tout serait dit. Peut-être tout serait dit. Vous voyez les regards des petits, vous voyez l'illumination, vous voyez l'étonnement, vous voyez le bonheur, vous voyez le plaisir, réciproquement aussi de l'éducatrice. Comment on apprend ça? Comment on apprend? Et donc, je ne peux pas finir l'idée du fondement comme ça de ce que peut être, de ce qui peut être important pour une éducatrice préscolaire et sa formation, sans parler de ça, de ces regards qui se croisent, de cette relation que l'on voit. Moi, j'adore cette photo, je trouve exemplative. Et donc, vraiment, rapidement, je voulais simplement vous dire que l'alliance pédagogique, c'est ce qu'on peut emprunter à l'alliance thérapeutique. Alors, c'est quoi l'alliance thérapeutique? C'est en fait ce qu'ont découvert toute une série de soignants, des médecins, des infirmiers, tous ceux qui accompagnent la maladie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que de nombreuses recherches ont démontré la corrélation entre le résultat et la thérapie, de la thérapie et l'alliance thérapeutique, et le lien. On guérit mieux si on est en lien. Mais ce n'est pas une recherche, c'est vraiment beaucoup de recherches. Et ce sont des formateurs, c'est des Québécois de cette recherche, c'est des formateurs d'infirmiers. Mais donc, ils sont avec la double étiquette, soignants, et ils connaissent bien ça, mais ils doivent accompagner des étudiants, des jeunes étudiants. Et donc, ils ont fait cette proposition de passer de l'alliance thérapeutique à l'alliance pédagogique, l'essence d'une collaboration éducative. Et je vous invite à vous intéresser à ce concept d'alliance pédagogique parce que, voilà, je vais avancer parce qu'il
il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, quand effectivement dans l'alliance thérapeutique, il y a une aide perçue, une empathie ressentie, un accomplissement, eh bien, il y a une disponibilité à guérir, à collaborer dans la guérison. Et si je passe, alors on peut parler de Rogers parce qu'effectivement, il en a beaucoup parlé, mais si je passe à tous ces ingrédients qui font l'alliance pédagogique maintenant, je vais en prendre deux. Vous voyez au-dessus, tu m'intéresses, vous m'intéressez. Si j'ai le sentiment comme élève que l'institutrice, en m'accueillant, en m'accompagnant, en me parlant, moi j'ai l'impression qu'elle est en train de me dire « Mais tu m'intéresses, mon petit loulou, tu m'intéresses, t'es important en particulier pour moi. » Et si de l'autre côté, l'élève voit son institutrice et dit « Oh, je suis en confiance, oh c'est chouette ce qu'elle me propose, vous m'intéressez, madame, je pense qu'il y a quelque chose d'important. » Et la deuxième chose, autour de la confiance, je vais vite vous présenter ceci. Cette confiance, elle est essentielle. Et elle a un ingrédient essentiel de cette alliance pédagogique. On pourrait imaginer qu'il y a une approche rationnelle et une approche relationnelle. Dans l'approche rationnelle, les auteurs voient qu'il pourrait y avoir deux formes de confiance dans cette relation pédagogique. La confiance calculée, c'est la confiance où on va effectivement jouer pour ne pas être puni, pour avoir des récompenses, etc. Et la facette de la confiance, c'est toute la constance de dire « mais je suis en sécurité, en fait madame ne change pas d'avis comme ça, les règles ne changent pas, aujourd'hui je peux aller faire pipi quand je suis pressé tout petit et demain je ne peux pas ». Toute cette inconstance est vraiment très insécurisante et ne donne pas confiance. Et donc, il y a cette confiance calculée, avec l'importance d'être en dehors de la loi de l'humeur, une fois oui, une fois non, et d'être dans cette permanence de ce bon objet. La cognitive, c'est la reconnaissance mutuelle des compétences du métier. Et donc, quand on est dans la confiance avec l'enfant ou avec l'étudiant éducatrice, c'est effectivement, on se reconnaît mutuellement. Donc ça veut dire que je reconnais à mon formateur des qualités, j'ai vraiment confiance. C'est un gars bien, et je sens qu'il sait ce qu'il veut, il veut m'aider à réussir, etc. Mais à l'inverse, parce que je pense que être étudiant, c'est aussi un métier qui demande des compétences, entre guillemets, professionnelles. Si effectivement je suis formateur, je dois aussi avoir confiance dans la personne en face. Et donc, voilà, cette reconnaissance mutuelle des compétences. Et puis, alors, la confiance socio-affective, relationnelle, qui est faite effectivement d'une certitude qui a du soin, qui a des valeurs, qui a des qualités de discrétion, d'équité, d'honnêteté, d'intégrité, de loyauté, d'ouverture, de sincérité, qui font qu'effectivement, on peut faire confiance. Et donc, ça paraît des évidences et en même temps, ces concepts de confiance au cœur de l'alliance pédagogique me semblent être essentiels. Voilà. Je vais terminer avec ceci. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec des inspecteurs marocains quand, à la fin d'un cours de psycho de la relation, on s'était dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait sécurité dans une classe préscolaire et qu'est-ce qui ne fait pas sécurité? Et donc, vous voyez, toute la complexité de la séparation de l'objet d'attachement, donc de la famille, l'environnement nouveau, l'humeur d'un adulte qui change, des espaces ouverts comme les cours de récréation où l'adulte on n'est pas en sécurité parce qu'on ne voit pas toujours l'adulte. Enfin bref, vous voyez tout ça. Et par contre, ce qui va faire sécurité, c'est cette permanence, c'est soigner la transition et cette posture d'éducateur, comme je disais tantôt, de se mettre à la hauteur, de se mettre au niveau de l'enfant. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire. J'aurais voulu être plus court, excusez-moi. L'agir pédagogique de l'éducatrice préscolaire, j'espère que vous aurez compris qu'à travers ces deux concepts d'alignement
curriculaire et de l'alliance pédagogique, on pouvait en dire quelque chose. Et donc, je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il n'y a personne qui suit. Donc, si jamais il y avait l'une ou l'autre personne qui a des questions, n'hésitez pas. Merci, monsieur, de votre communication qui est très intéressante. Merci. C'est un sujet qui m'obsède beaucoup. Le keyword, les mots-clés de votre communication, c'est le métier d'enseignant, le préscolaire, l'enfant, le sentiment de sécurité, l'alliance, voilà. Ma question est, avant de former un enseignant, comment vous recrutez les enseignants ou les futurs enseignants? Donc, à l'entrée de la formation qui est un master à Bac plus 4, on sait qu'un enseignant doit avoir quelques certains traits de personnalité. Est-ce qu'on est né pour être enseignant? On n'est pas né pour être enseignant. Il y a des gens qui ne peuvent plus être des enseignants parce qu'ils ont une personnalité qui n'est pas sociale, qui ne sont pas disposés à l'écoute, ainsi de suite. Donc, merci. Tout à fait. Comme directeur d'une institution qui forme des enseignants, ce souci de la procédure des inscriptions et donc du recrutement était bien présente. Alors, en Belgique, il y a une particularité, c'est que pour entrer dans l'enseignement supérieur, sauf pour les formations d'ingénieurs et de sciences médicales, il n'y a pas de concours. Il n'y a aucune condition, aucun critère d'admission, si ce n'est avoir son diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, c'est-à-dire l'équivalent du bac. La seule obligation. Et donc, j'en viens à votre question. Notre proposition, c'est alors de dire, la première année, on pense que c'est mieux que des tests de départ, finalement. La première année, la question et la finalité, c'est alors qu'ils rentrent dans le cursus, ils ont des cours, ils vont déjà sur le terrain, etc. La question fondamentale, quand je présidais des jurys de délibération et d'évaluation de fin d'année, est-ce que cet étudiant est à sa place dans ce cursus? Et donc, les informations sur une année d'expérience nous semblaient plus pertinentes que de faire un test d'entrée. Voilà. Alors, après, c'était dur parfois de faire passer à un étudiant la richesse d'une décision comme ça, c'est-à-dire, mais ok, c'est décevant peut-être, voilà, on pense que tu n'es pas à ta place, et souvent, s'il était honnête, il pouvait le dire aussi. Il a de quitter l'idée j'ai perdu un an, et de dire, en tout cas, j'ai gagné quelque chose d'important, c'est que peut-être que je n'aurais pas été heureux dans ce métier-là parce qu'il n'était pas fait pour moi. Et il a eu suffisamment d'expérience pendant une année de formation pour aller sentir et ressentir ce que c'était le métier vraiment. Mon témoignage va dans ce sens. Donc, mes deux garçons, durant ma carrière en tant qu'enseignant, avant que j'exerce le métier de conseiller en orientation, ça n'a rien à voir avec l'éducation et l'enseignement au préscolaire. Cette relation affective que développe un enfant en préscolaire avec sa maîtresse est très très importante. À tel point que j'ai remarqué, donc, un de mes enfants, il a développé cette relation d'amour avec sa maîtresse, à tel point qu'il donnait raison à la maîtresse plus qu'à son père. Je me rappelle très bien qu'un jour, il est arrivé à la maison, on était en train de parler, il m'a dit, aujourd'hui, on a parlé du gomino. Mais je dis, quoi, c'est gomino? Après, j'ai su qu'il voulait parler de domino. Et j'ai dit, c'est domino, c'est pas gomino. Mais elle m'a dit, non, c'est gomino, c'est la maîtresse qui l'a dit. Il donnait raison à cette maîtresse plus qu'à son père à cause de cette relation. Donc, c'est très, très important de se focaliser sur ce côté émotionnel, ce côté affectif dans la formation des éducatrices de l'enseignement préscolaire. Oui, et ça dit donc leur responsabilité. Donc ça veut dire qu'il y a une projection affective gigantesque du petit qui va chercher dans le regard de l'éducatrice l'adulte référent rassurant, et donc une projection parentale, on peut le dire quand même comme ça, et donc qui donne un crédit d'emblée à l'éducatrice énorme. Mais c'est une responsabilité gigantesque pour l'éducatrice. Gigantesque.
parce que ça veut dire qu'il lui donne un pouvoir gigantesque aussi, évidemment. Et, voilà, et à tel point que c'était en petite section, il a refusé d'aller à la deuxième section, à la moyenne section. Il a voulu rester avec la même éducatrice. Ça nous a pris beaucoup de temps pour le convaincre d'aller dans la classe suivante. Donc, Oui, oui, mais ça veut dire que c'est compliqué, hein, l'alliance pédagogique, parce que c'est comment on crée un attachement pour s'autonomiser. Comment on crée l'attachement pour mieux partir. Et donc, on est dans un paradoxe comme ça, entre... mais de nouveau, quoi, quelle complexité. Et au plus c'est petit, au plus c'est compliqué. Mais c'est énorme. Et donc, comment l'enfant va savoir qu'il va être bien accompagné pour passer à la classe suivante, mais il y a ce deuil qu'il devra faire de ce lien dans la personne à qui il a mis beaucoup, beaucoup de confiance. Et donc, si on ne fait que le lien et qu'on n'est pas en train de pousser l'enfant, ben, peut-être que l'éducatrice, elle doit chercher à équilibrer quelque chose. Autonomisation, attachement, autonomisation, voilà, je pense que c'est une discussion passionnante à avoir avec des éducatrices. Hein, ça. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre excellente présentation, Merci. riche en termes d'informations. On s'est déjà rencontrés, on a déjà le plaisir de participer à une formation à Casablanca, à l'école belge. Ouais. En ce qui concerne la formation des éducatrices à la Belgique, ça prend 3 ans. Et je constate que vous avez dit maintenant 4 ans. C'est une progression. Et donc, c'était 3 ans jusqu'à il y a un an. Et maintenant, c'est passé à 4 ans, effectivement. Et une autre information, en ce qui concerne le curriculum de la Belgique, relatif à l'éducation préscolaire, elle est formée seulement des objectifs et des compétences c'est-à-dire à construire à la fin de la formation. Ils n'ont pas des activités très détaillées. Je n'ai rien présenté de ça. Ah oui. Mais allez voir le pacte d'excellence sur Internet et vous allez voir que ça va jusqu'aux activités. Oui, très bien. Vraiment. Et donc, comme ça, ils ont tout l'alignement cohérent entre l'objectif, les activités. Voilà. Oui, en ce qui concerne... Vous avez dit le mot, la contextualisation. Oui. Ici au Maroc, on a un souci maintenant de la généralisation du préscolaire pour la totalité des citoyens. Et vous savez très bien, quand on a le souci de généralisation, il y a un autre... Ça se fait en dépit ou bien au détriment de la qualité. Vous donnez plus d'importance c'est-à-dire à généraliser cette offre éducative, mais vous oubliez en quelque sorte la qualité au chemin. Est-ce qu'on peut concilier entre les deux, surtout dans un contexte marocain, avec cette pénurie de ressources? Est-ce qu'on peut concilier entre les deux exigences? Je comprends bien. Merci. J'espère qu'on peut concilier. Moi, je vais vous dire que, alors, je ne peux pas me permettre de parler du Maroc. Enfin, voilà, je connais, pour avoir eu le bonheur de rencontrer des gens comme vous, des inspecteurs qui s'intéressent à l'éducation préscolaire. Mais moi, je suis quand même en admiration devant l'ampleur de la tâche et les portes d'entrée que vous ouvrez. Et donc, l'idée de développer l'enseignement préscolaire, de le généraliser, ça me semble d'abord un objectif essentiel. Alors c'est vrai que tout ne s'est pas fait en un jour et qu'effectivement, chaque chose en son temps. Moi, je vois qu'effectivement, la proposition de la formation des éducatrices préscolaires, eh bien, moi, je trouve qu'il y a quelque chose... Les choses ne sont même pas comparables parce que chez nous, ça fait 100 ans qu'on forme des éducatrices préscolaires. Mais ici... Ce que je trouve remarquable, c'est à la fois, effectivement, qu'il y ait une formation de base. Évidemment, ce n'est pas comparable à ce qu'on fait. Mais ce que je trouve remarquable, c'est l'accompagnement des éducatrices préscolaires après cette formation de base.
Et on me racontait ce matin, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais que, par exemple, le samedi, il y avait un coordinateur ou un enseignant préscolaire expérimenté ou un inspecteur, je ne sais pas, qui réunissait les éducatrices préscolaires et qui travaillaient effectivement à partir de leur expérience. Et donc, il y avait comme ça régulièrement une formation, on pourrait dire, une formation permanente. Alors, la généralisation qui amène effectivement à faire vite une formation de base, mais se rajoute quand même, ce qui n'existe pas chez nous, une formation permanente en cours de carrière, en cours de... Voilà. Après, on me parlait aussi, et ça c'est peut-être une grosse problématique, c'est que il y avait beaucoup d'enseignants préscolaires qui se lançaient et puis qui arrêtaient. Qu'il y avait beaucoup de personnes qui quittaient le métier. Et ça, il y a de nombreuses recherches qui montrent que si la formation n'est pas suffisante, effectivement, ben, il y a un moment, il y a de la fatigue et du découragement. Et que au moins on est formé, au plus vite on quitte le métier en général. Et ça, c'est voilà. Mais, enfin voilà, je n'ai même pas donné quel avis, j'ai l'impression que chaque chose en son temps, mais c'est un défi, un très beau défi. Vraiment, je suis en admiration devant le courage que vous avez. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Merci beaucoup pour votre participation.